Bonjour, j'ai une nouvelle invitée qui s'appelle Maud Skaki. Bonjour. Et qui est danseuse. Dis-moi ce que tu fais comme danse, que tu pratiques comme danse plutôt. Alors, comme ce que je pratique, c'est la danse jazz, street jazz et toutes les variantes. Après, je suis plutôt une enfant du jazz. Comme j'ai une formation de danseur à Paris jazz. Mais j'ai connu du classique, j'ai fait du contemporain, mais quand même, pour me... Après, finalement, tu t'es... ma foi, elle est partie là. Ta foi est partie là. C'est comme une fois la danse, hein. Ouais. Puis la musique y est pour beaucoup. Alors, comment ça se passe quand tu fais des scènes? Tu es seule ou tu es en groupe? Non, depuis beaucoup d'années, parce que je ne suis presque plus, mais si très jeune. Et j'ai beaucoup chorégraphié pour des troupes, en fait. Je travaille en groupe. Et là, tu travailles toujours en groupe? Oui, toujours. Il y a que Diamant Noir, une revue musicale. Ah oui, mais donc tu t'appelles Maud Skaki, mais tu travailles aussi avec des groupes. Oui, je suis danseuse chorégraphe. Oui. Ah, tu es danseuse chorégraphe, d'accord. Et lorsque tu es devenue chorégraphe, tu as fait des cours de danseuse chorégraphe? Danseuse, mais il n'y a pas de formation chorégraphe, elle se fait sur le tas. Moi, j'ai commencé avec les Farfadets, une troupe de cirque moderne sur Paris, puis avec les coiffeurs, des shows coiffures. J'étais modèle et on te glisse pour la mise en scène. Et donc voilà, ça s'est glissé comme ça. Et petit à petit, ça m'a plu et j'ai continué. Mais non, il n'y a pas de formation de chorégraphe pure, non. Mais comment ça se passe? C'est-à-dire que voilà, on va te prendre comme danseuse. Si on a envie de t'avoir comme danseuse seule, c'est possible? Oh, les danseuses, c'est souvent en groupe, c'est très rare, solo. Après, il y a des stripteaseuses, rien contre. Mais danseuse seule, elle s'exprime toujours avec une troupe, autour d'une troupe. Enfin, c'est rare, solo, toute seule. C'est rare, solo. Voilà, solo, moi j'en ai fait pas mal, je travaillais dans les cabarets parisiens quand j'ai commencé. Et effectivement, il y avait des duos, pas mal de solos en tant que danseuse, mais c'était toujours au sein d'une troupe. Donc j'ai toujours travaillé en équipe, jamais toute seule, à danser toute seule, à venir toute seule. Pas de numéro artistique non plus à moi, toute seule. Donc, toujours au sein comment ça se passe? Vous êtes un groupe où tu travailles avec plusieurs groupes? Plusieurs, pour faire ses cachets, il faut plusieurs. Il faut les cacher. Donc, on va parler des cachets, là. Nourrir son travail, c'est pas nourrir ma passion, il faut que j'aille. Voilà, j'ai vu travailler avec plein de chorégraphes. Les groupes connus? Alors, les Farfadets, vous pouvez parler à Yes, je dis à Yes que normalement, la vraie orthographe, c'est ET, mais c'est des franco-italiens, donc les Farfadets qui sont normalement un peu connus comme en France. Pas ça vous dit rien du tout, les Farfadets. Ça me dit quelque chose, moi, ça, si. Ça avec Grus, ils ont fait plein de choses. Donc, on a commencé dans la rue et puis ça a bien évolué. Et je suis ravie pour les amis maintenant parce que moi, je suis partie et ça fait 2 ans que je travaille plus pour eux. Mais ça a été toute une grande partie de ma carrière. On a voyagé dans le monde entier grâce aux Farfadets. Donc, c'est une troupe qui restera marquée à vie. À vie chez toi. Et ça peut-être repartir. On a des projets, peut-être. Voilà, en tant que chorégraphe, par contre, plus sur scène. Mais parce qu'avec cette compagnie, je pouvais chanter, danser. C'était et chorégraphier. Mais là, voilà, peut-être ça va repartir. Mais en attendant, ça restera une troupe. Et ça se passe comment? On peut te joindre quand même pour te demander si on a envie de faire un spectacle. Qu'est-ce que tu proposes? Pour mettre en scène, que ça soit des et choses. donc là, tu as des réseaux sociaux, je suppose. Est-ce que tu as un site? Pas de site. Après, c'est vrai que par rapport à ça, je me limite. Enfin, je me limite pas. Je suis comme ça. Donc j'ai la Facebook, ma page personnelle Maud Skaki, qui est très professionnelle, rien de personnel. Et puis, de là, j'ai créé une page pour Diamant Noir, où c'est pas ma troupe. Moi, je suis chorégraphe et j'interviens pour chorégraphier et créer une troupe une troupe de danseurs. Donc, Diamant Noir, j'ai créé une page aussi. Et après, ça part dans l'autre, moins artistique, mais c'est quand même. C'est dans Zenga, c'est un concept aussi où j'ai créé une page. On peut me retrouver là-dessus. C'est un concept pour les femmes pour se faire du bien. D'accord. Et l'idée de danser, t'es venue toute jeune? Petite. J'ai commencé à 3 ans et ça m'a. Après, c'est-à-dire qu'on t'a mis tout de suite dans la danse. Je crois que j'ai dansé tellement qu'on m'a mis forcément, mes parents m'ont laissé. Ça a été plus dur le passage de dire que faut que ça devienne professionnel. Ah oui. Voilà. Mais je danse depuis l'âge de 3 ans, je chorégraphie depuis l'âge de 14 ans dans une troupe, enfin pas une troupe, mais c'était une fanfare, on cavalcadait dans les rues. Donc vous savez, les majorettes, bon là on n'était pas des majorettes parce qu'on avait des grandes jupes un peu mexicaines, avec 60 musiciens derrière et 18 danseuses. C'est énorme. Ouais, c'était un truc, c'est familial. C'est énorme. J'ai évolué. Et tu as des événements particuliers par le passé aussi, d'autres événements particuliers dont tu voudrais nous parler? Alors, parler des Farfadets, je sais pas, ce monde de la coiffure que j'ai beaucoup côtoyé et des shows haute coiffure, mais de la haute couture.
Où c'est vrai que ça donc c'est toi qui chorégraphie, qui mettait en scène par rapport à une thématique. Voilà, chaque fois, il y a une thématique pour tout produit, lancement de produit, il y a une thématique. Et autour de ça. Oui, parce que c'est très intéressant là ce que tu es en train de me dire. Hein. Et du coup, là, il y a même avec William Lepec qui m'a pris depuis 10 ans où je travaille en tant que chorégraphe pour lui. Et c'est des univers, ils sont fous ces coiffeurs et j'adore. Et du coup, là, ça peut partir dans tous les sens. Lui, son idée, c'était de faire croire qu'on était des modèles. Donc, on travaillait qu'avec des filles du Moulin Rouge, parce que très grandes, et qu'à la fin de ce show, on va se mettre à danser, parce qu'en fait, c'était des danseuses. Voilà, c'est vrai que ça aussi, dans ce monde de la coiffure, ça a beaucoup bougé. Je sais pas, pour Redken, qui est une marque encore plus rock, et c'était sympa, parce que chaque marque a vraiment une identité, et du coup, il y en a des plus ou moins délirantes, elles sont différentes, et c'est pour ça, travailler avec elles, c'est riche. Et tu avais des dates prévues là de spectacle. Ouais, pour le mois, comme beaucoup, le mois de juin. Moi, c'est un été un peu calme, mais quand même qui fait son petit 10 cachets, 12 cachets qui sont pas inintéressants vu que c'est compliqué quand même aujourd'hui. Donc là, tu as perdu les 12 cachets là, de l'été. Et il aurait pu en avoir plus, mais ça dépendait des municipales qui n'ont pas eu lieu. Donc voilà, tout est un cheminement. Et donc, si tout se passe bien, tu penses, tu as un événement important. On relance pour octobre-novembre. Après, toujours, on en saura un peu plus de toute façon. Voilà. En attendant, c'est des trop longues vacances. Affreux, j'ai jamais eu ça dans mon planning. 6 mois de vacances, c'est trop long. Non, mais ça, c'est, voilà. Malheureusement. C'est l'histoire, c'est comme ça. C'est l'histoire. Ça va faire partie de l'histoire. Exactement. Et donc, moi, j'aimerais que tu me dises le mot de la fin parce que j'ai envie de te voir danser aussi, quand même. Et puis moi, pardon, je vous coupe, mais c'est même l'occasion dans cette situation de confinement de pouvoir danser. Chouette, parce que ça marche beaucoup. Donc, merci. Donc oui, j'ai hâte aussi. Ça fait plus de 2 mois et demi là. Je vais me lâcher un petit peu. Tu vas te lâcher, mais voilà. Le souci qu'on a dans casser le décor, je vais me lâcher. Le souci qu'on a ici, c'est qu'il n'y a pas on n'a pas mis la clim pour raison de prudence, parce que on ne sait point comment ce virus se propage. Donc, et moi, je dis que la clim, et je reste persuadée que la clim est dangereuse. Ouais. Je sais pas si toi aussi tu le penses. Moi aussi, déjà même sans. Donc vous avez pu constater que Maud était quelqu'un de très ouvert et qui discute de tout. Moi, je voudrais savoir si tu n'as rien oublié un petit peu avant qu'on puisse t'apprécier sur scène. En mouvement, pas qu'en parole. Qu'on puisse m'apprécier en mouvement et pas en parole. Non, je pense pas. Tu es ouverte aux dates, comment on te joint sur des réseaux, mais c'est un site. Pour ça, tu as un site? Non, pas de site, ce que j'expliquais. J'ai juste une page Facebook Maud Skaki. Et puis, donc là, on peut me contacter très facilement. Et puis, cette page Diamant Noir ou dans Zenga. Et puis de là, après, c'est tout. Je pourrais pas rajouter davantage, mais... D'accord, mais c'est incroyable quand même, les réseaux sociaux, l'ampleur depuis peu de temps que ça a pu avoir pour nous joindre, je trouve ça incroyable. Ah oui, même nous, pour chercher de trouver des danseurs. Et quand je vois toutes les dates que tu as, rien qu'avec des réseaux, mais pour moi, c'est ahurissant, quoi. C'est ahurissant, donc ça prouve la force du réseau. Oui, il y a ça. Il y a pas que ce que moi, la date que je trouve, c'est pas moi directement. J'ai une boss et elle a travaillé aussi beaucoup au contact et au téléphone. Un peu à l'ancienne, ça marche aussi. Vous êtes une équipe. Oui. Aussi bien, pour répondre aux demandes et. Moi, démarcher, tout ça, je démarche beaucoup moins depuis que je suis venue dans le sud. Puis c'est moins facile de démarcher soi-même, hein. Ouais. Et puis après, je suis dans une autre dynamique. C'est difficile de se vendre toute seule. Ah là. Faut même que ce soit quelqu'un d'autre qui nous vende. Ah, si c'est bien le faire. J'ai vu des choses, si les producteurs, tu fais, peut-être il faut que ce soit moi qui explique mon produit. Wow, t'inquiète pas, après on peut discuter. Ouais. Donc voilà, vous pouvez joindre Maud Skaki, et je l'ai bien dit, sur les réseaux Facebook. Et on va la voir sur scène, mais on va vous dire toutes les deux, en attendant, bye bye. Merci Muriel.
Kyung. Regardez-le bien. Je pense qu'on va connaître tout de suite son travail. Et son métier surtout. Kyung, bonjour. Bonjour Myriam. Bonjour. Donc Kyung travaille depuis très très longtemps à Montpellier. Tu travaillais avant dans Montpellier même et tu as changé d'adresse là, ces jours-ci. Oui, je suis encore actuellement en travaux. Là, je suis en train d'emménager sur Vendrague. J'étais auparavant à la gare depuis. Mais c'est fermé maintenant à la gare. 8 ans, je crois que je suis resté à la gare. Je suis resté 6 ans de l'autre côté vers le Corum. Et là, vu la conjoncture actuelle par rapport au coronavirus, par rapport aux règles d'hygiène ou en tant que tatoueur, parce que je suis tatoueur, elle n'a pas précisé, mais ça se voit peut-être. Je crois. Mais, voilà. Donc en tant que tatoueur, par rapport à la clientèle, on ne peut recevoir qu'une personne à la fois. Donc étant donné qu'on va travailler uniquement sur des rendez-vous, aussi bien pour étudier les projets de tatouage que pour tatouer en soi, avoir un studio en plein centre-ville avec vitrine et tout ça, ça sert plus à rien. Donc j'ai préféré déménager sur. Cette décision, elle s'est prise rapidement. Elle s'est prise tout bêtement parce que par rapport à un petit conflit que j'ai eu avec la propriétaire du local. Avant le problème. Pendant le confinement. Pendant le confinement, d'accord. Pendant le confinement, qui a pas voulu négocier les loyers, les reporter et tout ça. En principe, c'est une obligation, non? Ouais, mais bon, après il y a des gens qui. Et puis ça faisait quand même quelques temps que ça me démangeait de bouger. Tu sais que moi j'ai toujours un peu les baskets. À un moment donné, tu es parti en voyage aussi, tu as fait une expérience. Oui, je suis parti en Nouvelle-Calédonie. Mais là, et donc, comment ça s'est passé en Nouvelle-Calédonie? C'était très bien. Hein. T'étais bien? Très bien. Ah ouais, la Nouvelle-Calédonie, c'est très bien. Il y a du soleil, il y a la plage. Il y a du travail. Il y a du travail. On est dans le milieu du Pacifique. Donc, tatouage du Pacifique, systématiquement. Alors, Kyung, tu vas me dire, depuis combien de temps tu pratiques ton métier? Je pratique depuis 43 ans. C'est énorme, ça veut dire quoi? Ça fait 43 ans en juillet dernier. Donc là, on arrive sur la 44e année. 44 ans de métier de tatoueur. Voilà, et toujours là. Donc je tiens à préciser que Kyung Badin Tattoo est connu vraiment dans l'Hérault, comme le loup blanc d'ailleurs. Je sais pas, on peut dire loup noir ou loup blanc, je ne sais pas. Mais il est connu comme le loup blanc. C'est le proverbe qu'on dit, un loup blanc. Hein? Et pas que dans l'Hérault, dans le monde entier. Moi, il y a des gens qui viennent de Calédonie se faire tatouer chez moi. Bah oui. Et on peut admirer ses tatouages sur ses bras, sur son visage. Et bon, on va parler quand même, on va passer une petite vidéo et ensuite on va parler entre nous sur beaucoup de choses. Et on va passer une petite vidéo qui est très importante pour toi. Oui. Alors cette vidéo, je l'ai faite justement pendant cette période de confinement. Parce que je me suis aperçu que il y a les spots télévisés qui se font. Approche le micro de ta bouche. Il y a des spots télévisés qui se font sur l'hygiène, sur le port du masque et tout ça. Et malheureusement, personne ne sait utiliser du gel hydroalcoolique. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est hyper important. Le gel hydroalcoolique, c'est fait pour désinfecter les mains. Si on ne suit pas le protocole pour la désinfection des mains, ça ne sert à rien. Bon, moi je vois régulièrement, c'est comme si on se lave les mains, on prend le gel et on se lave les mains. Mais la première chose à faire, avant tout, c'est ne pas porter de bijoux. Et à partir du moment où on porte des bijoux, que ce soit des bagues, des alliances ou même des bracelets, une montre, déjà la désinfection, elle est foutue. Alors ça paraît très logique. Hein. Ça paraît foutu. Donc ce qu'il faut, c'est enlever les bijoux, pas porter de faux ongles, pour les femmes qui importe, et se désinfecter les mains. Donc j'ai fait cette vidéo, et justement pour que ça connote un peu plus, ça percute un peu plus, j'ai fait cette vidéo pour montrer comment on désinfecte les mains avec du gel hydroalcoolique. Donc pour ce faire, j'ai utilisé des gants verts, et pour remplacer le gel hydroalcoolique, j'ai pris de la peinture rouge, pour que c'est un impact visuel, pour qu'on voit vraiment si le gel a été passé ou pas. Donc ce qu'on va faire, on va regarder la vidéo, et on va finaliser ce fameux sujet aussi, et ensuite on va parler de Vendrague. Ok. Bonjour à tous, nous sommes en avril 2020, en période de confinement. Donc là je fais une petite vidéo pour vous expliquer comment on fait pour se désinfecter les mains. Alors soit en savonnant, soit au gel hydroalcoolique.
Alors la première chose à faire avant tout, c'est d'enlever ces bagues et d'enlever ces bracelets. Parce que les bagues et les bracelets, les bijoux aux mains, ce sont des nids bactériens et des nids à microbes. Donc la première chose à faire, c'est enlever tout bijou. Alors pour faire la démonstration, j'ai mis des gants verts et je vais utiliser de la peinture rouge. Pour bien voir quand le produit est passé partout. Donc un petit peu de peinture rouge. On va dire que ça, c'est soit le savon que je vais laver les mains à l'eau, soit du gel hydroalcoolique. Alors on commence par frotter l'intérieur des mains, comme ça. Ensuite l'extérieur. Voilà, on revient l'intérieur, l'extérieur. Et on s'aperçoit que dans l'espace interdigital, il n'y a toujours pas de produit. Donc, on frotte comme ça, comme ça. Ensuite, on s'aperçoit que le bout des doigts n'est pas fait. Donc, on frotte comme ça. Bien dans l'espace interdigital. Et ensuite, on voit bien les pouces. Donc, un pouce, 2 pouces, et ensuite les poignets. Voilà, donc là on peut constater que le produit est passé partout. Donc, pour le gel hydroalcoolique, il faut frotter jusqu'au séchage complet du gel. Et pour les mains, pour le savon, quand vous passez les mains à l'eau, il faut savonner et se laver, il faut prendre au minimum 30 secondes. Voilà, bonne journée à tous. Kyung, Madine Tattoo, on vient de voir ta vidéo et bien explicite. Là, tu as voulu vraiment mettre le point sur la désinfection qui est importante. Et aujourd'hui, on découvre des choses, parce que même moi, en me lavant les mains, en me désinfectant les mains, en allant à un endroit, j'ignorais complètement qu'il fallait enlever mes bijoux, tu vois. Donc finalement, on nous répète sans arrêt comment mettre un masque et tout, mais il devrait aussi nous dire comment désinfecter. Donc tu es le premier à annoncer cela. Oui, même en dehors de ça, j'ai vu là récemment aux informations télévisées des personnes qui se désinfectaient les gants au gel hydroalcoolique. Chose à ne surtout pas faire. Les gants, c'est des produits jetables. Donc on les désinfecte pas, on les jette. Oui, ça voulait dire qu'ils voulaient s'en servir. Ils s'en servaient. C'est-à-dire qu'ils les enlevaient pas, c'est-à-dire qu'ils utilisaient des gants comme si c'était leurs mains, quoi. Et j'ai vu ça aux infos, je sais plus quoi, les Restos du Cœur, je crois, qui faisaient des vadrouilles dans Paris. J'ai vu dans une usine d'aliments. Très grave. Une chef qui disait à une ouvrière de se désinfecter les gants. Voilà. Je trouve ça voilà où est le ridicule. Donc tu as bien mis le point. Moi je trouve que c'est très très bien. Je connais de toi, et c'est pour ça que j'ai un plaisir immense à t'inviter aujourd'hui. Je connais de toi cette valeur du métier de tatoueur. J'ai vu plusieurs fois des clientes arriver chez toi et vouloir un tatouage, et toi tu arrêtais stop pour dire ben non, d'abord vous devez choisir votre tatouage et réfléchir à votre tatouage parce que ça va durer des années. Oui, au moins jusqu'à la fin de notre vie, un minima. Après on ne sait pas. On s'en fout hein, après. Après on s'en fout, mais on ne sait pas. Enfin toujours est-il que effectivement un tatouage c'est quand même un acte définitif. Qui est à l'inverse d'un piercing, on peut enlever, retirer, on a juste... Et tu fais pas de piercing? Pas de piercing du tout, non. Moi, je trouve pas ça... C'est toujours refusé de faire un piercing, ouais. Hein. Je trouve pas ça artistique. Il y a suffisamment de choses à faire au niveau du tatouage. Un piercing, c'est un trou, hein, tout simplement. Hein. Oui, mais moi, j'en porte, la preuve, mais j'en fais pas. Oui, puis si t'as pas envie. Voilà. Alors que le tatouage, effectivement, c'est... quand je demande aux personnes de réfléchir, c'est qu'un tatouage, tu l'as à vie. Donc à partir de là, tu vas pas te faire tatouer comme tu vas acheter un jean ou une baguette de pain. Il faut avoir un temps de réflexion, il faut mûrement réfléchir à ce qu'on fait pour être sûr de ne pas le regretter. C'est ça qui est le plus important. On peut dire une chose, c'est que le tatouage, à l'heure d'aujourd'hui, est vraiment à la mode. Oui, c'est... Et accepté de tout âge. Ouais, c'est plus qu'une mode, même c'est devenu galvaudé, parce que c'est... maintenant, tu as les gens qui vont se faire tatouer comme s'ils se mettaient un autocollant, quoi. C'est... Sans réflexion, moi j'ai vu des gens, quand j'étais à la gare, venir me voir, me demander si ils avaient une demi-heure à perdre parce que leur train était en retard, si je pouvais les tatouer en une demi-heure.
Tu refaisais? J'y refaisais. Je fais pas du tatou minute, quoi. C'est pas mon truc, quoi. Non, c'est pas ton truc. Et donc, là, tu as décidé de déménager. Tu vas habiter pas loin de Montpellier, puisque c'est à la porte de Montpellier. Il y a le tram, il y a tout ça. Donc, tous les gens vont te suivre parce qu'ils te connaissaient énormément. Et là, maintenant, Kyung, tu vas exercer à Vendargue. Tu es en préparation de tes locaux dans les jours qui arrivent. Et tu es situé où exactement à Vendargue? Alors à Vendargue, je suis au 320 rue de la Marbrerie. C'est dans la zone artisanale du Salaison, à Vendargue. Donc on trouve ton numéro de téléphone un peu partout. C'est toujours le même, de toute façon. J'ai le même numéro de téléphone depuis que je suis rentré du Pacifique. Et voilà. Depuis 15 ans à peu près? Oui, ça fait à peu près une quinzaine d'années. Ouais. Et là, l'avantage du local à Vendargue, c'est plus pratique, parce que les gens qui viennent en voiture, en moto, pour circuler, pour se garer, c'est plus pratique en plein centre-ville, à la gare, où c'était un peu laborieux. Et puis étant donné que là, maintenant, je vais recevoir les personnes que pour des projets et que pour le tatouage en lui-même. Et maintenant, j'ai un jeune collègue qui travaille avec moi depuis... tu as un collègue avec toi? Depuis juillet dernier. C'est un jeune Italien Enfin, un jeune... C'est un apprenti ou c'est encore un apprenti? Non, ça fait presque 18 ans qu'il pratique. Oui, et toi, tu l'as depuis combien de temps? Il est avec moi depuis juillet de l'année dernière. D'accord, depuis... Juillet 2019. Pratiquement un an, quoi. Voilà. Donc, on n'est pas du tout dans le même style de travail. Lui, il est plus dans les choses un peu graphiques et tout ça. Ah oui. Et voilà. Donc, dans tous les cas, moi, c'est certain, s'il y a une personne qui me touche, il n'y a que Kyung. Donc, il n'y aura personne d'autre que Kyung. Et tu es, là, tu vas exercer maintenant à Vendargue. Et ce qui est intéressant, c'est que tu perds autant de temps dans la discussion que dans le travail. Qui fait partie du travail, bien entendu, ça va de soi. Oui, ça va de soi, parce que déjà, je fais que de la création. Alors, en général, je fais pas la reproduction, c'est pas ma tasse de thé. Je fais que de la création, je suis surtout spécialisé sur le tatouage polynésien. Donc comme le tatouage polynésien a une signification, je ne vais pas mettre n'importe quoi. Ben non. Autant essayer de raconter l'histoire de la personne. Vois-tu? Donc à partir de là, j'ai besoin de discuter avec la personne. Et donc c'est pour ça, là, ce qui est bien à Vendargue, c'est que je vais avoir un extérieur qui va être ombragé. On va pouvoir discuter tranquillement dehors, prendre son temps. C'est-à-dire que ce qui va être bien, c'est que tu peux prendre un rafraîchissement entre deux, parce que parfois le tatouage est long, il peut durer toute une journée, et des fois c'est 3 jours aussi. Hein, non? Oui, mais là on essaie d'éviter, là j'essaie de faire des séances de 3-4 heures grand maximum, parce qu'après il ne faut pas trop martyriser la peau, et psychologiquement pour la personne il faut tenir le choc, quoi. Oui. Oui, donc nous allons te retrouver à Vendargue et nous allons voir un peu pour... Sinon, je suis venu aussi te présenter mon guide. Et voilà, j'allais pas fini d'en parler. Donc, tu as écrit plusieurs livres, dont un qui vient juste de sortir. Tu es encore en train d'écrire 2 autres livres. Et là, c'est le guide du tatouage. Alors, de quoi tu veux faire apprendre aux gens le tatouage? Non, alors le guide du tatouage est fait aussi bien pour les néophytes que pour le professionnel. C'est expliquer le tatouage de A à Z. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me l'ont acheté et qui ne sont pas tatoueurs, mais qui sont tatoués. Et pour eux, l'intérêt de comprendre la démarche. Parce que dedans, toutes les questions qu'on peut se poser sur le tatouage, j'y apporte une réponse. D'accord. Et ce guide, j'avais commencé à l'écrire il y a des années, quand j'étais en Nouvelle-Calédonie. C'était pour faire un séminaire du tatouage à Tahiti. Et parce qu'il est très beau, parce que j'aime beaucoup la couverture qui est... C'est toi qui l'as créé? Ah bah oui, quand même. Non, mais le dessin c'est vraiment très joli. Hein. Très joli. Ça représente le fuseau, l'appareil de tatouage, stylo. Enfin, pas stylo, mais... le dermographe. Moi, je dirais que ça fait un être humain à côté. Oui, dessus. C'est une sorte de guerrier qui est en train de chevaucher une machine à tatouer, quoi. Super beau, hein. C'est maîtrisé. Le tatouage, et il est en vente où? Il est en vente directement chez l'éditeur ou chez moi. Et l'éditeur, c'est? L'éditeur, c'est Édition Maya. Édition Maya. Maya, M-A-I-A. Et donc, on trouve aussi sur Internet les éditions? Sur Internet, sur je crois,
différents édition au pluriel ou édition au pluriel, je crois. Au pluriel. Ouais. Édition Maya. Édition Maya. Tu as été. C'est de la couleur à l'intérieur. Non, il n'y a pas de couleur. Non, pas de couleur. Il y a pas de photo. C'est un livre. Il y a que du texte. C'est toutes les questions qu'on peut se poser avant le tatouage. Pourquoi le tatouage? Avant le tatouage, pendant le tatouage, après le tatouage. Et il y a une petite partie technique qui est là, et du coup plus destinée aux professionnels ou à des personnes qui veulent se lancer dans le tatouage pour tout ce qui est réglage de machines et tout ça. Il y a un gros point aussi sur l'hygiène, parce que notre profession ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas d'hygiène. Bien sûr, bien sûr. Je fais partie je suis membre expert à la commission AFNOR sur l'hygiène dans le tatouage en Europe. Oui, parce que c'est important ça. Avant, il n'y avait pas cette recherche de règles sur le tatouage. Non, après, avant, on était beaucoup plus autodidacte. On essayait de se caler par rapport à aux professions paramédicales. Et là, depuis quelques années, on essaye de se caler beaucoup plus. Et il y a une législation d'ailleurs qui existe depuis 2008 sur la pratique du tatouage en France. Oui, mais c'est pas vieux, hein. C'est pas très vieux, 2008, c'est récent. Et c'est pour ça que là, il y a une norme AFNOR qui sort sur les bonnes pratiques du tatouage en Europe. Voilà, mais c'est bien de préciser ça, parce qu'on peut pas faire un tatouage comme ça. On ne rentre pas dans un cabinet de tatouage ou dans un endroit comme le tien qui est plutôt paramédical. On peut pas rentrer comme ça se faire un tatouage sans savoir toutes ces règles que tu viens de démontrer dans ta vidéo, que tu démontres à travers ton livre. Mais c'est hyper important, parce que parce que l'hygiène, c'est la santé. Donc on peut pas aller à l'encontre de la santé, tout ça pour avoir un beau tatouage. Exactement. Et le mot de la fin, Kyung, on va redonner ton adresse en clôturant notre interview, mais le mot de la fin, tu peux me dire? Le mot de la fin, c'est que par rapport à la conjoncture actuelle, on ne sait pas ce qui va en devenir. On ne sait pas, nous en tant que tatoueurs, ce qu'on va devenir aussi non plus. Parce que c'est pas une des priorités absolues. C'est surtout pour les nouveaux arts et les nouveaux. Ouais. Parce qu'en fin de compte. Oui, moi je suis en fin de carrière. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. À 60 ans passés. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que toi, tu as eu ton chemin et en même temps, tu as une reconnaissance. Et en plus, tu fais partie, comme tu disais tout à l'heure, des règles du tatouage. T'es pas président, mais tu es. Non, je suis membre. T'es membre. Donc, en même temps, voilà, toi, t'as déjà fait ton chemin. Je veux dire, par là, au niveau de tout ce cursus, tu as ton chemin, quoi. Donc, c'est surtout les tatoueurs à venir qui font un peu n'importe quoi. Il faut l'avouer. Il faudrait qu'ils se mettent à la page. C'est-à-dire que le problème maintenant de la profession de tatoueur, c'est devenu une profession à la mode. Attends, t'as un studio de tatou qui s'ouvre tous les mois quasiment. Ouais, c'est pas normal ça. Ça s'ouvre et ça se ferme. Voilà. Aussi vite que ça s'ouvre. Et le problème, c'est que c'est devenu une profession à la mode. Donc ces 10 dernières années, on a vu émerger des studios de tatou tenus par les personnes qui ne savaient pas tirer une ligne droite. Quoi. Voilà. Ça n'a pas réglé une machine. Bon c'est pour eux, hein, c'est pour eux. Bon écoute, voilà. Ouais, après c'est dommage, c'est que ces personnes-là. Je trouve pas ça dommage, moi. Je trouve que peut-être qu'il faut que voilà. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a des personnes qui vont se faire tatouer par ces gens-là. C'est très grave. Voilà. C'est une question. Les gens, d'abord, ils calculent l'argent avant de calculer qualité. Et oui, l'argent, ils l'économisent quelque part. On va dire entre guillemets. Ils dépensent 2 fois plus, puis après, quand ils veulent l'enlever, s'il est raté, c'est 2 fois pire. C'est 2 fois pire. On ne refait jamais sur quelque chose qui a été fait. Un tatouage un tatouage de qualité, c'est pas possible. Donc on va redonner l'adresse de Kyung à Vendargue. Tu peux me. Donc c'est Medine Tattoo au 320 rue de la Marbrerie à Vendargue dans la zone artisanale du Salaison. On peut le trouver sur Facebook. Bienvenue à tous. On peut te trouver sur Facebook, les réseaux. Oui, bien sûr, Facebook, Medine Tattoo ou Vukwong. Voilà, tout. On peut tout trouver. Kyung, tu voulais me parler aussi d'un événement actuel dont tu m'as parlé tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire qu'en ce moment, tout le monde suit le vendredi soir, soit à la télé, sur TF1. Il y a l'émission Koh-Lanta et il y a un ami à moi qui a participé, un ami tahitien, Théora. Et voilà, c'était juste une petite anecdote par rapport à ça. Tous les tatouages de Théora ont été faits par mes soins il y a de nombreuses années.
D'accord. Donc, si vous voulez admirer mes tatouages, vous regardez TF1, Koh-Lanta, vous voyez Théoula. Voilà. Tatoué par Kyung. Tatoué par Kyung. On vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Kyung et moi, on vous dit bye bye. Au revoir. Toujours sur le plateau des Love Sisters. Et j'ai le plaisir cette fois-ci de recevoir quelqu'un de bien particulier. Elle s'appelle Adèle. Et bonjour. Et bonjour. Et bonjour tout le monde. Et donc, elle a une particularité. Elle fait du yoga. Tout à fait. Donc, elle va nous montrer quelques position de yoga tout à l'heure, pendant l'interview. Donc, je voudrais que tu me dises comment t'es venue cette idée de yoga au départ, lorsque tu as démarré. Yes. Alors, ouais, le début, déjà, c'était pas du tout prévu. Moi, si on m'avait parlé de yoga il y a quelques années, j'y serais jamais. Enfin, il y a 10 ans, j'y serais jamais allée. Donc, en fait, ça a été très simple. C'est juste mes sœurs qui m'ont offert des cours et j'y suis juste allée. Et ça a été une révélation personnelle. Peut-être pas la première fois, de troisième fois, peut-être. Ah non, première fois, révélation. T'as bien compris la première fois. Parce que, tu vois, moi, pour le yoga, j'avais pas compris la première fois quand je voyais même des gens qui s'endormaient. Je me mettais à rire quand j'étais à la fac. Ouais, alors moi aussi j'ai ri. Mais moi aussi j'ai ri, il faut le dire et il faut pas avoir honte, c'est-à-dire que quand on commence, on peut rire. En fait, tant mieux, même ça prouve que on est touché. On peut dormir et on peut rire. Oui, mais bien sûr, en fait tout est bon tant qu'on se reconnecte à soi, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Mais moi au début, j'avais pas compris, tu comprends? J'avais pris le plus simple, j'avais pris la section yoga. Et donc comme je les voyais dormir et je voyais que la prof disait rien, moi j'avais pas encore compris tout, tu vois. Donc au début, je me moquais. Et quand elle me voyait me moquer, elle disait rien. Elle laissait les autres dormir et tous. Ça me faisait drôle. Mais c'est bien, ça t'a montré justement, tu vois, un des principes du yoga qui est la tolérance et la compassion envers tous ceux qui sont dans le lieu, en fait. Tous ceux qui pratiquent ensemble, en fait, t'es dans une démarche très personnelle, mais en collectif. D'accord. Donc toi, il y a à peu près 8-9 ans que tu fais du yoga. Non, moins. Moins, vas-y. Alors, vas-y, dis-moi. Moins, 5 ans. 5 ans, ouais. Mais tu as une école? On a monté un studio. C'est pareil, hein, presque. Ouais, c'est pareil. Une école, dans le studio, combien de personnes vous pouvez être? Pour un cours, nous, on privilégie les petits groupes, en fait. On privilégie des groupes de 10 personnes, on va dire, en moyenne. 10 personnes. De tout âge? Oui. Il n'y a pas de limite d'âge. Après, les tout petits, on va plutôt dans les écoles. On fait pas vraiment de cours sur le studio. On fait plus des cours adultes. Voilà. Après, cette année, la particularité, c'est qu'on a la chance de donner des cours au Crous à Montpellier. Ah. Donc c'est cool, on touche une clientèle. Ouais, une clientèle on totalement. On peut dire une clientèle. Ouais, une clientèle, mais je considère pas vraiment les gens comme des clients. Mais c'est vrai malheureusement, tu peux pas. T'es obligé de manger. T'es alimentaire. Ouais. C'est alimentaire quand même. Non, c'est pas comme ça qu'on a développé le truc, parce que justement, on a pris un statut associatif pour justement pas rentrer dans le système de la société qu'on connaît aujourd'hui et qui est dans un système de business et qui colle pas tout à fait en fait à ce qu'on transmet en fait à l'image du yoga, qui est avant tout de revenir à soi. Et quand tu reviens à toi, bien sûr que tu peux remettre en question l'argent, qui n'est qu'une énergie au fond, et c'est juste un rapport qu'on a à nous. C'est quand même de l'argent. Ouais, mais c'est juste, enfin, on en a fait quelque chose de très important dans notre société, mais en fait, c'est quelque chose qui peut être très léger. On en a fait quelque chose d'assez lourd, mais ça peut être très léger. Je vais te poser une question. Ouais. Il y a quand même une fourchette de prix. Alors, dans ce qu'on propose, nous, notre idée, c'est d'être accessible, et du coup, ce qu'on propose, c'est sur participation financière libre, parce que ça permet à l'être humain d'être autonome et responsable face à ce qu'il investit et la manière dont il consomme. Et tu sais comment on appelle ça? Dans le milieu artistique, dis-moi. Le chapeau. Le chapeau, c'est vrai, le chapeau, voilà, c'est ça. Exactement, c'est le même chapeau. principe. C'est le chapeau. C'est sympa, mais ça veut dire aussi que tu dois avoir à côté un travail alimentaire. Alors, non. À moins que tu sois nourri, logé, blanchi. Ça a pris, en fait, si tu veux, ça a pris du temps. Donc au début, effectivement, quand on a lancé le studio, on avait un système d'abonnement avec des sous, voilà.
Et en fait, ça nous a saoulés parce que ça nous correspondait pas. En fait, si on n'est pas rentré dans le système tel qu'on le connaît aujourd'hui de la société, c'est pas pour le reproduire avec un domaine qui est en plus trop cool, qui est le bien-être, le yoga. Enfin, c'est quelque chose qui humainement est super riche. Donc, pourquoi aller le détruire avec un système qu'on connaît aujourd'hui et qui est un peu pas trop en forme, on va le dire. Donc, c'est de construire quelque chose de nouveau. Donc évidemment qu'on est passé par les étapes où on a fait des abonnements comme tout le monde et on a essayé, mais ça nous a pas épanoui en fait. Donc on a arrêté. Donc c'est vrai, vous avez bien vu, Adèle est épanouie. Donc, elle est bien dans sa tête. On s'entend très bien toutes les deux, n'est-ce pas? Alors oui, merci, c'est cool. Mais je tiens quand même à préciser que je suis toujours un être humain et que j'ai toujours des moments où ça ne va pas. Comme tout le monde. Hein. Voilà. Mais c'est important de le rappeler parce que c'est pas parce qu'on est thérapeute ou tu vois dans le yoga, dans le bien-être, dans tous ces milieux-là on est toujours humain et on a toujours des faiblesses et nous aussi on est toujours en train de prendre soin de nous pour pouvoir justement le transmettre derrière. Mais ça passe par des moments où ça va pas. On va déjà profiter d'Adèle pour qu'elle nous donne une petite manifestation du yoga. Donc j'aimerais que tu me fasses une présentation rapide. Oui. Alors, on va faire pendant l'interview quelques présentations, ça va être sympa et ça va donner un petit air très sympa. Ok, tu veux des postures ? Des postures. Alors moi juste pour préciser, le yoga qu'on pratique, nous c'est un yoga dynamique. Donc en fait c'est un yoga qui va être dans l'enchaînement. Parce que parfois on a des a priori sur le yoga. Fais-moi 2-3 postures à la suite. Donc ce que je vais te montrer, c'est la salutation au soleil, qui est un enchaînement que nous on fait dans le dynamique. D'accord. Le plus important dans le yoga, c'est la respiration, c'est le souffle et on respire par le nez. Voilà, juste pour le petit détail. Donc en fait, c'est juste ça, la base de ta pratique, c'est le souffle. C'est vraiment la respiration. Pose ton micro et montre un petit peu aux spectateurs ce que tu fais. Super. Adèle, on va parler quand même d'une manifestation, si tout va bien, en espérant que tout aille bien, que tu as prévu au mois de juin, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est fin juin. C'est fin juin, c'est pour le week-end de la fête de la musique. En espérant qu'il y aura fête de la musique. Eh ben apparemment non, il n'y a pas fête de la musique. Alors c'est ce qu'on m'a dit. Alors je dis juste bon, tant pis pour la fête de la musique parce que j'adore la musique et j'adore danser. Mais pour nous c'est bien parce qu'en fait du coup notre week-end tout le monde peut venir. Tu vois ? Penses que tout le monde pourra venir ? Si tout va bien peut-être. Hein. Quand même, dans un mois. Oui, voilà, pour l'espoir, c'est un mois, quoi. C'est bien l'espoir, on va garder ça. On garde l'espoir. On va garder l'espoir dans l'humanité. Et ça va se passer où, cette... C'est dans c'est un festival, non ? Oui, alors voilà. C'est un week-end mini-festival, si tu veux, qu'on a appelé ça comme ça. Et on réunit plein d'intervenants voilà dans le secteur du bien-être, du yoga, de la méditation, et c'est à Aigues-Mortes. Donc c'est dans un domaine privé, domaine où j'ai un gros trou de mémoire, mais d'un coup quoi. L'Olivrée de Paul. Voilà. L'Olivrée de Paul. Le livret de Paul. Très joli domaine, très sympa, de la nature et des lieux pour pratiquer vraiment, vraiment sympa et des hôtes en or. Et combien à peu près de personnes peuvent participer ? Alors, tu vois, par exemple, c'est un bon exemple de l'adaptation dont on peut faire preuve dans notre secteur, enfin dans ce que nous on développe. C'est qu'à la base, on avait fait un festival donc fermé avec un nombre limité de personnes et vu les circonstances et tout ce qui s'est passé, on avait fait un festival payant avec des places et tout ça. Et en fait, vu les circonstances et vu
vu ce qui se passe dans nos sociétés, on a vraiment envie que tout le monde puisse reprendre son plein pouvoir avec soi-même et donc dans le collectif pour reprendre soin de soi. Et c'est pour ça que du coup, on l'a mis sur participation financière libre aussi. Au chapeau. Au chapeau. Voilà. Au chapeau. Et tu vois, ça n'emprisonne pas la personne. Parce que voilà, moi je trouve que c'est une bonne idée, parce que même que parfois, elle donne un peu plus que le prix d'une entrée. Et ça n'emprisonne pas la personne, et c'est accessible, comme tu dis, à tout. Regarde comme on a fait ensemble avec un accord. En fusion, on a mis un mug en plus au cas où il y aurait quelqu'un dehors qui aurait soif. Et nous sommes prêts aussi à donner, vous comprenez, hein? Bien sûr. Mais il faut être prêt à donner et il faut être prêt à recevoir aussi. C'est très important. Oui, mais moi j'accepte de recevoir. Très bien. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait tout à l'heure. Est-ce que tu penses que tu auras encore la force malgré cette chaleur? Parce que avec les risques, on n'a pas mis de clim parce que ça peut être dangereux. Donc la pauvre, elle est obligée de faire un petit peu. Mais est-ce que tu aurais la force de nous faire une autre posture, s'il te plaît? Bien sûr. Allez, vas-y, ma chérie. Alors en fait, je vais même garder le micro. Et je vais me mettre juste au sol en fait. Posture que tout le monde peut pratiquer. Ça, c'est sûr, parce que le mal de dos avant, taratata. Hein. Ben, ouais, voilà. Ça, tu vois, c'est pour ça. Quoi qu'un ralenti en clip vidéo, ça peut être pas mal, quoi, tu vois. C'est encore plus dur. Maquillé. Non, mais toi, tu fais un ralenti, on te met dans un clip. Ah, oui. Et ça peut être super sympa. On fait du body painting. Body painting. Voilà, sur le corps. Et ça, avec ta position, c'est génial. Ah, écoute, c'est un beau projet, je dis oui. Je dis oui, voilà. Là, j'ai des créateurs. Il y a une créatrice qui va venir demain. C'est vrai qui fait ça? Ouais, qui fait ça. Mais on en a beaucoup. On a une chroniqueuse qui est aussi body painting. J'adore ça, moi. Je trouve ça tellement beau que. Ouais, c'est beau. C'est un bel art. Ouais, c'est un bel art. Mais quand je t'ai vu faire le geste, j'ai pensé tout de suite à un clip. À te prendre pour un clip, pour faire cette position ralentie qui peut être magnifique. C'est sûr que ça fait partie du yoga. C'est la beauté des corps, tu vois, la beauté physique en fait. Enfin, si on est dans nos corps physiques, c'est des outils en fait. Donc c'est à nous d'en prendre soin. Tu vois, personne peut le faire à ta place. C'est toi qui es dedans. Donc si tu veux te sentir bien dedans et te façonner, en fait, tu peux façonner ton corps. C'est toi qui décides. Tu peux en faire ce que tu veux. Et c'est génial. C'est ouf quand même. Et je vais te poser une question indiscrète. Oui. Cette liberté que tu as, que j'adore, puisque je suis libre moi aussi, cette liberté que tu as, est-ce que elle est avec ta vie personnelle? Mais on va pas parler vraiment de ta vie personnelle, mais grâce à ta vie personnelle, où tu n'es pas, je pense que tu n'es pas seule. Seule, tu veux dire? Tu ne vis pas seule. Ah, je ne vis pas seule. Je veux dire, d'accord. C'est drôle que tu me parles de ça parce que c'est beaucoup de. Parce qu'elle vient de quitter son mari. Non, mais c'est beaucoup de remaniement en ce moment dans ma vie et j'apprends beaucoup sur ce sujet en ce moment dans ma vie, sur les relations hommes-femmes et sur l'amour en général. L'amour en général, ça veut dire beaucoup de choses. L'amour en général, c'est-à-dire le partage, voilà. Donc parce que j'ai appris à être libre, effectivement, comme tu le dis, merci, c'est un très beau compliment que tu me fais. Je me suis libérée, je pense d'abord de moi-même, de mes carcans, de mes conditionnements. Mais j'en ai créé d'autres pour pouvoir me libérer. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai certainement créé d'autres carcans vis-à-vis justement de ce genre d'amour avec les hommes, des relations avec les hommes. Donc c'est ce que j'apprends en ce moment. Donc merci de le souligner. Fallait le souligner parce que c'est important. On te sent tellement bien en toi. On sent vraiment que voilà, tu es heureuse. Même comme tu dis, tu es humaine. Tu as tes moments aussi. Parfois de désespoir, et ce qui est normal, de désarroi, de désespoir, mais tu es quand même en général heureuse, et on le voit, et ça transpire. Et ça transpire. Oui, ça transpire. On transpire tout. J'en veux plus. Mais oui, merci, c'est beau. En fait, si tu veux, pour moi, le yoga, c'est avant tout une démarche. La posture nous permet d'entrer dans la démarche, mais ça me permet surtout dans ma vie, et c'est ce que je transmets aux gens, ça me permet de pouvoir rebondir de plus en plus rapidement dans des situations justement de désespoir, de désarroi, de colère, de tristesse. Et on va reparler du yoga par exemple. Oui. Est-ce que vous pouvez faire des
position à 2. Non, c'est pas mal tourné. Mon histoire n'est pas mal tournée. J'ai dit oui pour les deux réponses, la réponse soft et la réponse. C'est génial. Écoute, si tu peux me donner quelques cours, ça m'arrangerait. Alors, je te conseille de commencer par pratiquer avec toi-même et ensuite tu pourras pratiquer. Avec moi-même, c'est déjà pratiqué. Mais la question que je t'ai posée est très pertinente. Oui. Donc on va faire une nouvelle démonstration. Je vais pas faire d'enchaînement, je vais juste vous montrer une posture qui est Baddha Konasana. Donc c'est le nom de la posture en sanskrit. Donc il suffit juste de joindre ses deux pieds l'un avec l'autre. Et donc on peut avoir les genoux au début qui sont complètement hauts, ok, ça n'a pas d'importance. L'important c'est d'être tolérant avec son corps et au fur et à mesure en fait les genoux vont descendre. Naturellement, quand on n'a pas cristallisé dans son corps de blocage, d'émotions, de situations, d'accidents. L'émotion, ça fait partie de l'émotion, l'accident. Oui, bien sûr. Ouais. Si on n'avait pas cristallisé dans nos corps ce genre de choses, en fait, par gravité, le genou il tomberait, tu vois, naturellement sur le sol. Et d'ailleurs, on est tous différents et on vit tous la posture différemment. Donc en fait, l'important surtout dans les postures assises, je vais mettre un petit peu de profil. Nous, ce qu'on travaille vraiment dans le yoga qu'on pratique, c'est l'ouverture du cœur. Donc en fait, c'est vraiment de déjà aller chercher à se redresser et à sortir le cœur, tu vois, retourner dans l'amour, tu vois. Retourner dans l'amour. Tu vois, c'est important. Et à partir du moment où on réouvre le cœur, ben en fait, juste naturellement, tu vas pouvoir l'exprimer, tu vois, remonter dans la gorge et alléger en fait tout ce haut du dos, venir rechercher le tonus que des fois on oublie et qui est très important en tant que femme, mais aussi en tant qu'homme. En fait, on a toute notre énergie vitale qui vient siéger en fait dans notre bas du ventre. Et si on réactive tout ça, ben en fait, naturellement, clac, le bas du dos, il va se réaligner et va reprendre du tonus. Et bim, on réaligne la colonne jusqu'en haut de la tête. Et ensuite seulement, on peut aller s'intéresser aux genoux qui vont tomber vers la terre. Tu vois ? D'accord. Et en fait, une posture, c'est hyper complet. Et juste de faire ça, par exemple, ça, c'est une posture qui est très très bien pour les reins, pour tout ce qui est système urinaire. Pour tout ce qui est bassin, tout ce qui est ancrage, ben pour les règles douloureuses, c'est une très bonne posture. Donc autant pour les hommes que pour les femmes. Okay. D'accord. Et par exemple, tu penses que tu peux récupérer une femme ou un homme cassé et qui veut faire du yoga, cassé par des émotions accidentelles ou autres. Ouais. On parle pas de paralysie, hein. On parle de quelqu'un de cassé qui a des problèmes, qui a été voilà, moi je pense qu'on peut récupérer si la personne est déjà à travers la piscine et peut-être ensuite le yoga. Non, l'eau c'est très très bien, un très très bon élément. L'eau, moi je suis très liée à l'eau, très connectée à l'eau et l'eau c'est un très très bon élément pour se sentir dans un autre état en fait. Et Adèle, tu peux rester pour finir notre interview comme ça. Où on peut te joindre parce que là tu vas plaire à beaucoup de personnes. Vu comment on a déconné toutes les deux, je vais te dire. On peut te joindre comment? Et on fait attention quand même que n'importe qui te joigne pas. Fais attention, hein. Eh ben, c'est très simple. Il y a un site internet, donc www.omakahana.com. Donc Omakahana, c'est l'association, voilà, qu'on a créée. Et Omakahana, ça signifie commencement en hawaïen. Voilà, donc c'est pour commencer avec soi. On va faire défiler le site comme d'habitude pour qu'on puisse te joindre. On demandera pas ton numéro de téléphone parce que là non, faut pas. Mais voilà, j'ai eu le plaisir et un plaisir immense de recevoir Adèle et j'espère la recevoir à nouveau. Merci. Et de la contacter très vite parce qu'elle est très intéressante. On va dire bye bye les Love Sisters. Ciao. Ciao. Love Sister vous présente notre invité Co. Bonjour Co. Bonjour Myriam. Bonjour Love Sister. Donc vous avez vu, il est habillé pour le spectacle. Et je suis habillée dans mon personnage de Horus, le magicien. Et voilà, je me suis mis sur mon 31 pour venir à cette, à cette interview. Hein? C'est comme ça qu'on dit. Hein? Et donc, tu fais de la scène depuis très tôt. Tu as eu cette passion qui t'est arrivée finalement presque en naissant.
Alors cette passion m'est arrivée très tôt, effectivement, parce qu'en fait, mes parents faisaient à l'époque partie d'un groupe folklorique. Donc je suis né dans les costumes. Ma mère jouait de l'accordéon. Ils faisaient des concours de valse, mes parents. Et puis mon père jouait de l'harmonica. Et t'emmenais avec toi quand tu tournais. Et oui, toujours. Et puis parfois, je me souviens quand on allait dans des balles où ils se produisaient, où ils dansaient, etc. Et comme j'étais tout petit, ils amenaient un sac de couchage, un lit de camp, et je dormais sous la Seine. Vous avez vu, ce sont les parents qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Oui. Et donc, tu as été finalement bercé dans le spectacle. Complètement. Carrément. Je pense que j'ai été bercé par le spectacle, seulement ils n'avaient pas fait leur métier. Et j'ai voulu peut-être, quelque part, aller jusqu'au bout de ce rêve qu'ils n'ont pas osé franchir. Et qui ont été fiers de devoir franchir, toi? Ah oui, mes parents viennent me voir jouer. Alors je fais de l'effeuillage burlesque, ça paraît étonnant de faire ça devant les parents, mais oui, toute la famille, les neveux. Pas dans le burlesque, on ne se met pas complètement nu. Non. Alors pour les boylesques, en général, on fait un peu, on a le droit de montrer nos tétons, mais par contre, en général, on met aussi des nippies qu'on fait tourner, et puis on garde un string. Ah quand même. Donc on voit juste les fesses, c'est tout. C'est déjà pas mal. Moi, j'ai déjà fini nu, mais on voit pas. En fait, on peut finir nu, mais en fait, l'idée c'est de cacher ce que les autres ont envie de voir. Mais c'est bien parce que je t'ai vu sur scène et tu fais vraiment de tout quoi par rapport. Tu fais du burlesque bien sûr, mais c'est tout un rôle que tu fais finalement. Alors, multiple. Il est multiple ton rôle. Ça vient de ma formation parce que j'ai une formation de chanteur et comédien. Et je suis venu au burlesque lors d'un one man show où je jouais à Paris et dans ce one man show je faisais la playmaite du samedi soir un peu sur la musique de Stéphane Collaro. Ok, c'est Coco Boy. Coco Girl. Coco. Et alors voilà, et puis une prof de burlesque est venue me voir sur scène et puis après la scène, je veux dire, et m'a proposé de faire du burlesque avec elle. Et on a fait ensuite j'ai fait des formations pour apprendre l'effeuillage burlesque au féminin et au masculin. Donc ce personnage de Horus est né il y a 10 ans à peu près, et c'était un personnage qui alliait l'effeuillage féminin dans un rôle masculin. De composition, oui, rôle masculin. Si vous voulez, Horus, bon, qu'est-ce que c'est cette tasse? Ils nous ont mis des tasses, mais il y a rien dedans. Et, voyez, alors ça c'est le personnage de Horus le magicien qui a beaucoup de choses, de tours dans son sac, on va dire. Et puis alors pour s'effeuiller, eh bien il enlève les bas, il enlève ses vêtements, mais comme une femme le ferait. Pour enlever les gants, par exemple. Et bon, d'abord, la passion t'est arrivée vers l'âge de 5 ans. Elle a commencé à grandir. Est-ce que tu te souviens de ta première scène? Parce qu'elle est quand même vieille, il y a 15 ans. Alors, mes premières scènes, je faisais Carlos, Rosalie, et j'avais 4 copines de l'école qui étaient en costume derrière, en costume de satin. Je me souviens, les costumes étaient jaunes et mauves. Et moi, j'avais le costume inversé avec une barbe artificielle. Voilà. Et je faisais Carlos, mais à fond. Et puis après, je faisais aussi tous les rôles à l'école. Chaque année, j'avais d'avance, on me donnait le premier rôle pour la fête scolaire. Alors j'ai fait des pièces de théâtre, mais aussi Johnny Clegg, enfin des chansons. Là, c'était quand tu étais petit, mais après, quand tu as fait la scène, comment réagissait le public? Ah ben moi j'avais envie quand même de faire rire. J'ai fait du burlesque, j'ai voulu faire de la scène parce que j'aimais beaucoup Eli Kaku qui faisait des personnages. Oh, elle est géniale. Ah ben voilà. Et puis c'est lui qui m'a donné vraiment cette envie de faire un one man show, mais justement un one man show avec des personnages. Mais finalement, c'est vrai que maintenant, en regardant tes spectacles et tout, tu as pris beaucoup de... Parce qu'il faisait du burlesque quand même, enfin voilà. Pas d'effeuillage burlesque, mais il avait des personnages très burlesques. Ouais. Et puis après, sinon, j'aimais beaucoup aussi Muriel Robin. Parce que ces sketchs étaient très travaillés, c'était c'était très précis dans son intonation. C'est comme des chansons en fait. À chaque fois qu'elle le refait, c'est pareil. C'est pas du stand-up où on improvise. En fait, elle était très calée. Et j'aimais bien. Je trouvais que aussi Eli Kaku, si on le voyait sur un plateau, on le voyait sur un autre plateau lors d'une autre émission. Ces sketchs avaient la même musicalité, je trouvais. Et j'aimais bien. Oui, c'est vrai. C'était assez calé.
Oui. Mais comment ça se passe? Vous êtes plusieurs en groupe ou tu fais seul aussi le burlesque? Alors, le burlesque, il faut savoir qu'en général, ça se fait seul. Seulement, c'est plus sympa à plusieurs, parce que moi, le one man show, ça m'a pas plu à cause de ça, parce qu'on se retrouve sur scène seul, le soir seul, dans les loges seul. Pour le one man show, en général, c'est ça. Oui. Et puis, justement, avec le burlesque, ce qui est bien, c'est qu'on a des plateaux d'invités. Donc, c'est à nous de faire notre numéro ou nos numéros. Et puis après, je fais aussi, ma spécialité, c'est de faire des duos avec d'autres performeurs. D'accord. Alors avec Lady Jo, avec Chéri Bibi, j'ai fait des duos aussi avec Conchita Arlouse en Suisse, et puis voilà, enfin j'ai fait plusieurs duos avec Betty Crispy à Bordeaux, voilà. Et ton spectacle fait une durée à peu près de combien Alors mon spectacle, je n'ai pas vraiment de spectacle. Enfin si, j'ai avec ma compagnie qui s'appelle Collywood, on peut proposer un spectacle, mais là on est plusieurs. Moi je n'ai pas de spectacle propre à moi tout seul. Enfin je ne fais pas de one man show par exemple burlesque où on me voit moi pendant 1 heure. Voilà, exactement. Mais on peut aller jusqu'à 1h30. Finalement, n'importe quel artiste peut te prendre sur scène avec un numéro particulier qu'il peut choisir. Ça c'est sympa quand même. Oui, surtout que ça faut quand même le préciser. C'est très important ça. Bien sûr. Et puis c'est que je fais du burlesque depuis 10 ans. Ce qui est dans le burlesque assez vieux déjà. Vieux et donc j'ai eu le temps de monter plusieurs numéros. Alors ça va, j'ai Capitaine Flamant Rose. On va pouvoir le découvrir tout à l'heure sur sa vidéo. Ah ça c'est un duo. C'est un duo peut-être, mais enfin bon, peu importe. Oui, c'est la même chose. Ça, on va voir quand même le personnage que tu es. Ça c'est important. Donc oui, là, vous allez voir un de mes personnages, oui. On va prendre 2 petites minutes pour le regarder. Allons-y. Parce que notre but est d'emballer d'ailleurs jusqu'à... D'emballer! Roulage de pelle! Ouais! Allez! Tout d'abord. Oh yes! Oui! C'est très bon! C'est très bon! C'est super sexy! Ouais! Ah oui les gars! Oh! Capitaine Caverne! C'est bizarre! On dirait comme de la merde! Alors, pour se racle la bouche, oh bah dis donc, c'est bon! Hein? Bah écoute, très beau personnage atypique, hein. Merci Myriam. Donc actuellement comment tu vis, parce que vu que là on est en déconfiné tout juste, je voudrais savoir comment ça se passe pour toi, comment déjà tu fais de la scène mais tu fais autre chose pour vivre. Alors, il m'arrive de faire des grosses animations, comme je travaille parfois au salon de l'agriculture, où là je suis dans un autre rôle, mais c'est quand même un rôle assez burlesque, sauf que je ne fais pas des feuillages, mais je suis un agriculteur sur une grosse moissonneuse batteuse. Je te vois pas faire de les feuillages.
Non, mais mais en même temps, ça pourrait être sympa, hein. Bah, c'est une équipe qui me fait vraiment confiance et on rencontre du beau monde et je suis apparemment je passe bien aussi en agriculteur. Plutôt sympathique, proche des gens. Ah oui, mais tu es proche des gens, ça se voit. Hein. Bah oui, j'aime les gens. Oui. Tu avais un projet juste avant qui a été annulé là dernièrement. Alors oui, alors on devait jouer juste avant le confinement, enfin pendant le début du confinement, à la Crazy Morse, qui est au Blackout à Montpellier. Et puis là, ça va sans doute pouvoir se faire. On a des soirées de prévues aussi au Gazette Café, qui sont des soirées de scène ouverte que j'organise avec Conibo au Gazette Café. C'est bien. Bon. Donc, je vais quand même te poser une question un petit peu plus sérieuse. Après, on peut déconner tous les deux. Au niveau, bien, tous les spectacles se sont arrêtés. Et donc, est-ce que tu as pu bénéficier de tes droits en tant qu'artiste? Pour l'instant, c'est Pôle Emploi qui me verse, des cachets d'intermittent, de l'intermittence. C'est des GUSO, non? Oui, enfin c'est des cachets que je complète. Parfois par le GUSO. Le GUSO c'est très administratif, mais en gros oui, on peut passer par le GUSO, mais pas forcément. Mais en tant qu'artiste, ça a été un petit peu allégé quand même là jusqu'en 2021, non? Oui, enfin moi pour l'instant ça me permet encore de vivre. De toute façon j'ai plus de date, donc là aujourd'hui c'est un grand retour pour moi dans le monde du spectacle avec cette interview, si vous voulez. Oui, tu reviens, mais tu vas revenir après en plus. On va te reprendre, puis c'était prévu dans un autre endroit. Donc, mais si je te reprends, je vais t'obliger à nous faire un grand spectacle. Un effeuillage, oui, c'est possible. Un effeuillage, ça m'intéresserait quand même, hein, tu vois, parce que je trouve ça super sympa et je te reprendrai d'ici 2-3 mois. À peu près, plaisir. Pour ne pas que ce soit trop près non plus, parce que voilà. Et donc, comment on peut faire pour te joindre? Alors évidemment j'ai une page Facebook, comme tout le monde. Voilà. Et puis sinon vous allez pouvoir demander mon numéro de téléphone directement. Moi, je suis abordable facilement. Puis sur Instagram, tu peux le donner, aussi, ton numéro de téléphone, Cowboylesque. Je le donne 06 61 54 29 44. Si vous êtes beau, grand, musclé et bien monté, ça j'aimerais que tu le répètes plus lentement, ton numéro de téléphone, ça sera plus sympa. 06 61 54 29 44. Vous avez vu, hein. Et voilà, si quelqu'un est intéressé. Mais de toute façon, pour le spectacle, c'est sûr, il est pas du tout ennuyeux, il est génial. Et d'ailleurs, il faut que tous les artistes le prennent dans leur spectacle pour donner une animation qui fait rire les gens, où tu es vraiment génial sur scène, tu as la joie de vivre, d'ailleurs naturel, tu as toujours cette joie de vivre. J'ai toujours cultivé ces personnages un petit peu foufou. Parce que ça me fait rire, il faut que je m'amuse toujours. En vie normale, en vie du matin au soir, tu y arrives? Comment ça, à faire quoi? À être foufou. Mais je suis quelqu'un de très sérieux dans la vie. Je suis aussi sérieux que fou, quoi. Mais ça part toujours un petit peu en vrille. C'est bien. J'aime aborder des sujets très sérieux. C'est complémentaire en fait. Donc vous avez vu Ko n'a pas hésité à nous donner son numéro de téléphone. Donc il va recevoir de nombreux coups de téléphone après cette interview, le pauvre. Je le plains sincèrement et je suis très heureuse de l'avoir reçu et je vais le recevoir à nouveau parce qu'il va nous faire un spectacle bientôt. Ko, merci d'être venu. Je te remercie beaucoup. Merci Myriam. Et je te dis à très bientôt et c'est promis, à très bientôt. Merci Myriam. Et on vous dit au revoir tous les deux.